dans cette 13e émission de la 3e saison du Goncast. Comme d'habitude, on est très heureux que vous soyez avec nous ce soir. Comme d'habitude, comme tous les lundis soirs, cette fois-ci à 21h pour notre invité, on va débriefer un peu l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais, les matchs, l'actualité, les transferts. On est là pour tout débattre tous ensemble, aussi bien avec vous. N'hésitez pas à follow Inside Gone sur Twitter, mais aussi bien sur Twitch, histoire de rien rater de l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais. On essaie de vous fournir le plus de tweets possible, le plus de vidéos, le plus de faits marquants, on va dire, sur l'OL pour que vous soyez un peu rassasiés. N'hésitez pas à réagir également sur le chat, sur Twitch. On va essayer de vous faire participer au débat le plus possible, surtout dans une certaine partie de l'émission. Je vais vous expliquer un peu le programme dans quelques instants. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag Goncast. Vous n'êtes pas beaucoup à le faire, mais croyez-moi, on regarde quand même parce qu'on est toujours à l'affût. Le programme de ce soir, il est très simple. Il se divise en 3 parties. La première partie, évidemment, sera sur ce dernier match assez abouti qu'on a eu entre l'OL et le Stade de Reims, 3-0. Score net et sans bavure pour l'OL qui a joué contre un Stade de Reims réduit à 10, oui, très très vite dans le match. On en parlera tous ensemble juste après. Euh, Pendant 10 minutes, juste après, on fera une petite interview de notre invité du soir. Évidemment, si vous avez Twitter et que vous êtes arrivé grâce à Twitter, vous savez qui est notre invité, mais je vais vous le présenter en tout bien, tout honneur dans quelques instants. Et notre dernière partie d'émission, ce sera le rapport entre l'OL et l'Italie, les joueurs qu'on a vus passer à l'OL qui sont passés par la Serie A. Il y a certaines recrues qu'on a. Est-ce que ce sont de bonnes recrues? Notre invité va nous le dire dans quelques instants, mais avant de vous le présenter, je vous présente mes chroniqueurs qui sont là ce soir. Juste avant, je voulais vous dire, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire la semaine dernière me disant que l'émission est super, c'est juste dommage que le présentateur n'a pas de micro. Écoutez, je vous jure que j'ai un micro, mais il n'est pas terrible, donc je préfère faire l'émission comme ça, mais je vous promets que après le Black Friday, tout sera résolu. Autant vous dire que c'est pas la folie financièrement. Alors, mes invités du soir sont les suivants. Alors déjà, mon premier invité, bon, moi en ce qui me concerne, je pensais être un challenger sérieux pour la plus belle barbe du Godcast, mais clairement, je me suis fait dépasser par Olimas. Ça va, Olimas? Salut, ça va très bien. Ça On va? va La dire que pêche? c'est une barbe qui dure, et surtout j'ai une flemme d'enlever, donc voilà. Non, mais on peut dire que c'est le confinement ou c'est naturel? Vraiment, dis-nous la vérité. Franchement, je sais pas, j'ai pas d'explication là. Ah, écoute, C'est un peu de tout, on va dire que c'est le confinement pour avoir plus, hein. pour te sauver un petit peu. Voilà. Voilà, bon, très bien. Et pendant ce temps-là, on en a un autre qui pensait, enfin, en tout cas, nous, on pensait qu'il était un peu au-dessus de nous, sauf que le confinement nous prouve qu'il est comme nous, puisqu'il a pas de coiffeur à la maison. Il a pas ça à la maison et ses cheveux poussent et il peut rien faire contre ça. Et c'est Max. Salut, mon Max. Salut Marlon. Bah alors c'est un choix personnel. Là, j'ai décidé tu vois, pour me distinguer dans ce Gonka, je me suis dit il fallait que les cheveux repoussent et sachant que je peux pas battre Olimas en termes de barbe, il fallait que je me distingue autrement. Donc on est parti sur les cheveux. Mais quel est le projet exactement? Tu vas mettre de la cire? C'est ça? Là, il n'y a pas de projet. On laisse vivre. Je pense qu'il faut laisser le groupe un peu comme ça vivre entre eux et puis on verra ce qui va se passer plus tard. Mais on Ah, laisse tu vivre. fais rêver. Oh, tu Le fais groupe vit rêver. bien en tout cas. On laisse vivre. Mais je vous dis bien. Magnifique. Ah là là, quelle réponse incroyable. Et pour nous accompagner ce soir, notre invité du soir, c'était un des disciples de Monsieur Gianluca Di Marzio et aujourd'hui, il est journaliste Serie A chez Eurosport. C'est Guillaume MP. Comment ça va, Guillaume? Bonjour messieurs, merci pour l'invitation, ça va très bien. Eh ben, on est très très content de te recevoir. Tu fais partie De des même, invités qu'on voulait absolument cette saison. Et avec plaisir. on est très content on va te poser plein de questions dans cette émission. On est très curieux d'avoir ton avis sur l'OL. Comment est-ce que l'OL est vu en Italie? On va te poser plein de questions. J'espère que tu es prêt. Mais je suis prêt, j'attends Mais, les questions des internautes, de vous, de tout le monde. Voilà, je suis ouvert à toutes vos questions. bah écoute, j'en attendais pas moins. Euh,
je propose qu'on plonge directement dans le vif du sujet. Ça, c'est ma petite phrase toutes les semaines. On va directement s'intéresser au dernier match de l'OL 3-0 contre Reims lors de cette 12e journée. L'OL qui, du coup, se hisse en deuxième place du classement, si je dis pas en troisième place, pardon, parce que Lille a joué. En troisième place, du coup, ex aequo avec Lille, avec 2 matchs en retard pour Marseille, qui peuvent encore grimper au classement et même dépasser le PSG s'ils gagnent les 2 matchs. Ça, c'est assez Donc fou. quoi, tout est possible. Hein. Non, mais comme quoi, le titre de champion d'automne, c'est le C'est titre vrai. de Marseille, hein. C'est le titre de l'OM, on peut pas le ranger. Mais non, voilà, mine de rien, l'OL se hisse en troisième place de cette Ligue 1 Uber Eats. Le résumé du match, il est simple. Karl Toko Ekambi a marqué à la 22e minute sur un super centre de Memphis Depay. Memphis Depay, lui, s'est fait faucher sur une contre-attaque quelques minutes, 10 minutes après, par Kasama, Moreto Kasama pour être précis, qui prend un carton rouge direct et du coup qui facilite un peu la tâche pour l'OL. L'OL qui va directement doubler le score dès la rentrée de cette mi-temps. Bruno Guimaraes qui marque sur une frappe un peu déviée. Et devinez qui vient marquer ce troisième but. Moussa Dembélé, qui n'avait toujours pas marqué cette saison. Enfin, il a marqué, il a même fait sa petite célébration. En tout cas, on voit qu'il a bien orchestré cette célébration. Je pense que ça fait un moment qu'il y pense. Je vais vous donner la composition très rapidement de cette OL parce qu'elle est quand même intéressante. Lopez, au cage comme d'habitude. On a eu une défense très classique avec Cornet, Dubois sur les côtés, Marcelo Denayer en défense. Au milieu, on a eu droit à la triplette Thiago Mendes, Bruno Guimaraes et Paqueta, avec devant Kadewere à droite, Toko Ekambi à gauche et Memphis Depay en pointe. 3-0 quand même dans ce match. On a vu quand même de très très belles séquences collectives, notamment j'ai en tête ce fameux but refusé de Kadewere qui sur l'action, c'est café crème, hein. Petit pont, déplacement, centre, tout est là. Et à la fin, il finit même par mettre le but qui malheureusement est refusé. Mais enfin, après, en face, il y a un gardien qui est complètement aux fraises. D'ailleurs, Rajkovic, hein, je peux le dire, on est sur un des plus mauvais gardiens de Ligue 1, je pense, avec celui de Strasbourg. Oh, On t'es en avait sévère déjà parce qu'il parlé. il est quand même bon normalement. Franchement, j'ai pas kiffé, Sur les dernières, je sens qu'il est arrivé l'année dernière, je crois, à Reims, et il a fait une bonne saison. Après, là, sur ce match, il peut pas forcément grand-chose non plus. Non, mais oui, Vraiment. c'est clair qu'il n'est pas aidé par sa défense, ça c'est sûr, hein. Puis Reims est rapidement réduit à 10, donc c'est encore moins évident. Mais mine de rien, j'ai l'impression d'avoir vu quand même une prestation très aboutie. Olimas, vu que tu as pris la parole, écoute, je te laisse sur cet élan. Ouais, prestation aboutie, oui, on peut dire ça. La meilleure de la saison. Après, bon, les références sont pas nombreuses non plus. C'est pas faux. Mais déjà, le fait de se retrouver à 11 contre 10, on l'a vu durant cette saison, on l'a vu même les saisons d'avant. Bon, ça nous a jamais favorisé. D'ailleurs, on l'a vu cette saison contre Marseille à 11 contre 10 pendant 70 minutes. Bon, c'est pas, quelques situations, mais pas grand-chose. Après, Marseille est d'une meilleure qualité que Reims. Mais voilà, Reims a plutôt mal joué quand même les coups, même à 11 contre 11. Je trouve qu'il y avait des situations dans notre dos, dans le dos des milieux de terrain qui étaient quand même à prendre pour Reims. Ils l'ont pas très bien fait, à part sur une ou deux situations de face à face où c'est plutôt nous qui avons fait des erreurs. Donc on a plutôt bien géré le 11 contre 10. On aurait dû marquer, je pense, avant la mi-temps le deuxième but. Finalement, on le marque assez rapidement en deuxième mi-temps. Sur une frappe contrée, bon, l'action est jolie. Je pense que Guimarães peut même la donner, la lober pour Memphis. Il préfère tirer, mais voilà, il s'est contré, il y a but. Puis bon, le troisième, je pense que Dembélé, c'est bien pour lui. On en parlera peut-être après, mais j'espère que ça va lancer sa saison. Parce qu'on en a vraiment besoin pour le coup. Donc voilà, c'est un bon match. On y aurait pu avoir un peu plus de buts, mais finalement, tu t'en sors avec 3-0 à domicile. T'as toujours pas perdu de la saison. T'es à 4 victoires de nul à domicile, donc c'est une bonne opération, c'est un bon match, et on va dire que au vu des matchs de cette saison, on prend quoi. On prend sur la forme et sur le fond, quoi. Voilà.
Il y a... Là où je mettrais un petit bémol, moi, sur ce que vient de dire Olimas, c'est sur la prestation qui est plutôt aboutie. Alors oui, dans l'ensemble, quand on regarde le score et on va dire la manière, pour une fois, il y avait un peu des deux. Mais je trouve quand même qu'on profite très grandement d'une faiblesse de Reims. Là, franchement, sur les matchs qu'on a pu le voir depuis le début de la saison, c'est vraiment l'une des premières fois qu'on avait un adversaire avec un aussi faible niveau. Dijon. Aussi, ouais, Dijon Dijon, aussi, c'est j'avais pire. oublié C'était Dijon. pire, Dijon. Mais après, Mais Dijon, là, c'est mais parce là, que Reims, physiquement, ils étaient à la rue. Mais oui, Reims. mais là, franchement, je les ai trouvés très mauvais parce que moi, franchement, j'ai eu peur quand on se retrouve à 11 contre 10. J'ai eu peur qu'on fasse comme à chaque fois, quoi, qu'on ait un adversaire qui se regroupe derrière, reprenne confiance. Parce qu'ils ont failli avoir ils ont failli égaliser, mais c'était vraiment très très faible en face. On s'est fait peur en première mi-temps. Après, heureusement, en deuxième mi-temps, assez rapidement avec Guimarães, on arrive à doubler le score et bon là c'était fini parce que dans les têtes à Reims à 11 contre 10, on savait qu'ils n'allaient pas revenir. Mais là où je mettrais aussi un bémol dans la prestation, c'est-à-dire que individuellement, on a senti, et d'ailleurs ça m'a fait énormément de bien de revoir Bruno Guimarães titulaire parce que c'est un joueur qui ne doit jamais sortir du 11 avec un tel talent, un tel leadership au milieu de terrain. La différence s'est vue directement. Mais on a eu une supériorité individuelle qui était présente, mais en termes de supériorité collective, en termes de mise en place d'un système où les joueurs combinaient entre eux, etc., je trouve qu'il y a encore quand même énormément de travail à faire. Le début de match, il a été laborieux, encore une fois. On marque assez rapidement, donc ça nous lance. Mais oui, c'est le talent individuel, encore une fois, des joueurs qui fait la différence. Mais en termes de supériorité collective d'équipe, vu l'adversité qu'on avait, je m'attends toujours à mieux. Sur ce niveau-là, je m'attends toujours à mieux. On s'attend à mieux, mais après, je trouve quand même qu'on a. Sur les dernières saisons, on a eu quand même pas mal de matchs à 11 contre 10 et on a fait souvent. On a souvent fait de la merde, quoi. Tu vois. Et donc là, pour le coup, d'avoir des situations à 11 contre 10, c'est plutôt positif. Et on a plutôt fait tourner le ballon correctement. Les joueurs se sont bien déplacés. On parlera de Toko, par exemple, qui a été plutôt bon. Après, oui, effectivement, le début de match, moi je l'ai relevé sur Twitter, je veux dire, le début de match est quand même très moyen, quoi. On a l'impression que nos passes sont pas très appuyées, bon, ça cette impression qu'on joue pas qu'on joue pas ensemble depuis, que plutôt on joue le premier match, enfin, ouais, bref, que les mecs jouent le premier match depuis longtemps. Enfin, voilà, c'est comme ça à chaque match de toute façon, donc bon. Ouais, Moi mais je t'ai dit, tu vois on prend et voilà, ce qu'on quoi. peut, on prend. De toute façon, cette saison, je pense que sinon, ça sert à rien de répéter la même chose chaque semaine. Ce que disait Marlon très bien, à juste titre, c'est que en termes de points, on est très bien. Honnêtement, quand je regarde les équipes là placées aussi haut, je me dis quand même dans les mentalités des joueurs de l'OL et même la mentalité d'un Rudy Garcia qui a quand même été champion de France. On peut le décrier sur plein de points, mais il a quand même gagné ce titre-là. Et c'est un entraîneur quand même qui a quand même le plus le sens de la gagne. Après, on peut le décrire sur plein de points, mais sur ce côté-là, c'est un gagnant. Je pense que si on arrive à accrocher le PSG, je vois bien Lyon qui pourrait être à terme plus qu'un dauphin, parce que là, actuellement, le niveau du PSG, il est quand même super inquiétant. Je ne vais pas parler du PSG de 10 Beaucoup de minutes, mais blessures quand aussi, même, mais c'est vrai, t'as raison. il y a beaucoup de blessures, mais on sent quand même en interne qu'il y a quelque chose, il y a un malaise dans cette équipe. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est l'année ou jamais pour nous, là, vraiment pour aller chercher ce titre-là. Alors, on dit Bah, t'as ça l'effectif, hein. chaque année, mais il y a l'effectif et puis il L'effectif n'y a est pas de énorme Coupe hein, pour d'Europe. un match Il n'y a tous pas les de Coupe jours. Hein. d'Europe. Il n'y Et aura pas dans de ce Coupe de France, a contexte-là du priori. Covid, il y a 5 changements à faire par match. On a un effectif énorme où on peut faire rentrer, on verra les remplaçants qu'on est capable Quand de tu faire fais rentrer rentrer, mais Dembélé, Cherki, Cacré, machin, c'est énorme, quoi. de Chiglio, et on est capable même de se priver d'Oussem Aouar parce Oui, c'est qu'il n'a vrai. pas fait un exercice. On est capable de se priver de ce type de joueur-là et on arrive quand même à aligner un milieu avec 2 internationaux brésiliens et un joueur d'expérience en Ligue 1 qui est Thiago Mendes. Et justement, Mac, je voulais revenir là-dessus. Il y a eu un grand absent quand même au milieu, c'est Oussem Aouar qui, a priori, était suspendu de match parce qu'il n'a pas voulu s'entraîner suite à sa non-performance C'est le décrassage contre après Angers. le match, ouais. C'est un peu Mm. ça. A priori, enfin a priori non, pas a priori, mais enfin, on a eu
on a eu Paqueta, Thiago Mendes et Bruno Guimaraes au milieu. Et bon, voilà, évidemment, je crache pas sur Oussem Aouar, hein, c'est l'un de mes joueurs préférés à l'OL et c'est peut-être le meilleur en termes de technique. Euh, j'ai eu l'impression un peu que on pouvait se permettre de se passer d'un tel joueur. Et moi, quelque part, j'ai un peu oublié qu'il y avait Oussem Aouar dans l'équipe et que bah, on pouvait très bien s'en sortir sans lui, même si, quand même, j'ai l'impression que Memphis Depay s'en sort un peu moins bien sans lui. J'ai l'impression qu'il y a une telle relation entre les deux qu'ils s'entendent bien sur le terrain et Mais ça se voit. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut voir ça en deux lectures. Il y a la première qui est quand on sait que l'entraîneur a du mal à installer un jeu collectif. Si tu mets des individualités ensemble qui parlent le même football, même si Avoir parle le même football, mais il y a quand même un côté, bah, déjà que ça soit la même nationalité, que ça sorte du même endroit, les Mendes, Guimaraes, Paqueta, tu les mets ensemble sur un terrain, même si l'entraîneur n'a pas provoqué forcément quelque chose, les trois vont avoir plus de facilité à communiquer entre eux et à se trouver. Donc ça sera la première lecture. Pourquoi ce milieu a bien marché, même si j'ai un peu de mal sur Paqueta, mais on en parlera plus tard. Et la deuxième chose par rapport à avoir, j'ai l'impression que de toute façon, Rudy Garcia, ça l'arrange aussi quand il y a des choix qu'il n'a pas à faire. Quand il y a un joueur qui est mis de côté, quand il y a des blessés, quand il y a des expulsés, au moins lui, on le sait, je me suis répété pas mal de fois depuis le début de la saison, mais il est beaucoup plus à l'aise quand le groupe est restreint. Là, tu enlèves un joueur comme Avoir, il sait qu'il n'a pas à faire ce choix-là. Il a son milieu en tête, il va l'aligner, il a ses remplaçants. Et voilà, pour lui, je pense que c'est limite plus facile à gérer. Alors après, bien évidemment, qu'un Oussem Avoir à un niveau qu'on lui connaît, c'est-à-dire un niveau Ligue des Champions, il a tout à fait sa place dans l'équipe et j'espère qu'il va pouvoir revenir au meilleur parce que j'ai l'impression que quand même depuis le début de la saison, il est quand même pas dedans. Alors est-ce que le transfert, ça a pu jouer? Je ne sais pas. et les Mais blessures en tout aussi. cas, les blessures aussi. Covid, Mais blessures, bon, il y a plein de trucs comme c'est ça. Yaman qui en parlait du Covid. On ne sait pas à quel point il a été touché par le Covid parce qu'on souvent on parle d'un joueur touché par le Covid, mais est-ce qu'il a eu des symptômes, comment il s'est remis du Covid, etc., etc. Donc, bien évidemment qu'un Oussem Aouar au top, il a sa place là-dedans. Mais sur le match, par exemple, comme contre Reims, ou quand tu te retrouves sur le banc face à un club comme Reims, c'est des choix qui ne sont pas faciles à faire. Comment la concurrence va l'accepter? On a déjà parlé de cet effectif un peu jeune, comment ils acceptent la concurrence entre eux. Donc j'ai l'impression que ça facilite les choses quand il y a un choix qui est forcé comme ça. Et après, tu peux toujours, Houssen, tu peux toujours le mettre sur un côté aussi. Hein. Moi, c'est un joueur qui naturellement a envie de l'axe, mais sur un côté, il peut aussi rentrer dans l'axe et avoir un latéral qui derrière peut passer derrière lui. Quoi. Après, effectivement, là, on joue dans une petite configuration avec un Toko et un Kadewere qui sont plutôt en forme. Depay aussi apporte quelque chose, donc c'est difficile d'en mettre un sur le banc, mais c'est une possibilité. Hein. Après, quand même, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je le mettrais sur un côté, Ou à j'enlèverais. losange, j'en sais rien, mais c'est toujours Mais pareil. si on se met dans la place de Rudy Garcia, son 4-3-3, il a l'air de l'avoir trouvé. Lui, il veut mettre ses meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions. Il sait très bien que Memphis est le meilleur joueur de l'équipe. Il va le mettre dans l'axe. Et après, à côté, il va le mettre dans les mêmes dispositions que l'équipe des Pays-Bas. Donc, pour moi, avoir à gauche, c'est un oui. Mais dans la manière de penser de Rudy Garcia, je pense qu'il n'envisage pas. Après, Garcia pense souvent à ses 5 changements. Donc il peut très bien se dire, à partir de la 60e, j'enlève Paqueta ou j'enlève Guimarães, je fais rentrer Aouar. C'est aussi dans sa logique. Ah Mais oui, oui. voilà, Aouar a pas perdu non plus sa place assurée de titulaire. On a Ah bien oui, vu non, non, non. que Guimarães, il y a deux matchs, il était au fond du trou. Et bon, bah, maintenant il est titulaire. Donc voilà. Il y a un sondage qui a été lancé sur Twitter. La question, elle est simple, c'est la suivante. Est-ce que selon vous, Oussem Aouar doit-il retrouver une place de titulaire face à Metz? Évidemment, on vous invite à aller répondre sur le sondage sur Twitter. C'est maintenant que ça se passe, c'est tout de suite. Pendant que vous répondez à ce sondage, nous, on va basculer sur une autre question qu'on peut se poser. Euh, la compo de l'OL, je vous l'ai cité tout à l'heure, elle était quand même très intéressante malgré les absences, bon, l'absence de Oussem Aouar. Il y a eu des rentrées qui ont été faites assez tôt, j'aimerais qu'on en parle. Il y a eu l'entrée de Moussa Dembélé à la 61e qui,
a mis 5 minutes pour marquer son but et ouvrir son compteur en Ligue 1 Uber Eats. 10 minutes après l'entrée de Moussa Dembélé, on a eu le droit à l'entrée de Diomandé et de Cherki. Alors, pour Dembélé, c'est plus pour un regain de confiance qu'il a été rentré aussitôt dans le match, je pense. Pour Diomandé, c'est vraiment le mérite, je pense. Et pour Cherki, c'est vraiment un peu le test. Est-ce que, selon vous, on est sur quand même de bons choix de la part du Rudy Garcia, Olimas? De bons choix, je sais pas, oui. Non, mais Bah, ça s'il va. gagne, Vas-y, ouais, s'il ouais, gagne, c'est excuse-moi. qu'il y a un bon choix. Bien sûr, non mais enfin, Voilà. Non, mais non, mais c'est. c'est vrai que la question est un peu compliquée, mais enfin, c'est vrai que il y a eu des changements dans le passé de Rudy Garcia qui ne rimaient pas à grand-chose, où ça faisait rentrer Mais là, c'est des des changements de joueurs confiance offensifs qu'il fait, pour en gagner. fait. Hmm. Là, Dembélé, il rentre, c'est juste pour lui redonner la confiance. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Mais Cherki, enfin, c'est la même chose. On a vu Cherki, il est rentré tout de suite. D'ailleurs, je le trouve plus intéressant quand il rentre à domicile. Bizarrement, quand il y a un meilleur terrain, pour le coup. Et voilà, il a montré quelque chose quand même. C'était intéressant. Dembélé, pareil. Il a voulu aussi faire entrer Demandé pour lui dire qu'il comptait sur lui. Donc voilà, après, bon, je sais plus ce que c'est, le dernier changement, c'est quoi? C'est Cacré, non? Il y a Je sais plus. Cacré et De Chigio. Voilà, bon. Après, voilà, rien de spécial, hein. Mais oui, Dembélé, de toute façon, je pense dès qu'il y a eu le 2-0, il n'y avait même plus question à se poser. Il le fait rentrer. Et le but, c'était que l'équipe lui permette de marquer, de faire marquer le but à Dembélé, quoi. Clairement. je suis Donc le c'est bien joué de seul, la part de Rudy. je suis le seul quand même à pas être serein à 2-0, même si on est à 10 contre 11. Si, quand Si, même. si, à 2-0, je suis serein. 1-0 en première mi-temps, Quand quand même. tu enchaînes les occasions et que Ça ça veut pas rentre dire que tu pas. prends pas de but, hein, mais je pense que tu es quand même plutôt serein. Ouais, enfin, moi, j'avais pas peur de Reims en seconde mi-temps. Je l'ai. Clairement, il y avait quand même il y avait une différence qui s'était. Parce que l'expulsé, il arrive quand même tôt. Après, quand tu marques rapidement en seconde période, si on n'avait pas marqué avant la 60e, le deuxième but, ça aurait pu basculer dans l'autre sens. Mais après, là, tu rentres, enfin, tu marques à la 48e minute. Et puis en plus, pour revenir sur la composition, je trouve que c'est des choix qui sont à peu près logiques parce que bon, en même temps, comme je te dis, t'as pas à voir, c'est un choix qui est forcé. Tu arrives, tu as un milieu à 3 qui se dessine assez facilement. Bon, après, tu fais le choix de Cacré ou pas Cacré. Mais dans la composition, il y a une certaine logique. C'est des choix qui ne vont plus nous surprendre de voir Mendes titulaire à ce poste de 6, de voir Kadewere et Toko Ekambi sur les côtés. On a compris ce qu'ils souhaitaient faire avec ces joueurs-là. Euh, Après, maintenant, tant que ça gagne, après, c'est ça aussi, hein. Qu'est-ce que C'est tu du, vas. c'est du C'est Rudy. En fait, c'est du Rudy. c'est Il du fait de la Rudy, ouais, politique. c'est On ça. en, on en parlera avec Guillaume, mais il fait de la politique aussi sur ses changements. Ça Et se passe comme ça. C'est comme l'année dernière quand il fait rentrer Cherki quelques minutes. Je veux dire, c'est de la politique. Voilà. Oula, j'ai une coupure de courant chez moi. Mais ah je bah, suis toujours là. Je suis toujours là. Toujours là. Comme quoi, c'est exceptionnel, hein. Faut payer les factures, Olimas. Faut Non, mais payer ça les fait 2 fois factures. que l'électricité coupe et qu'elle revient. C'est exceptionnel. Écran noir, mais attends, ça va revenir dans on 2 va, on, minutes. on va profiter de la coupure de courant de chez Olimas pour poser une question à Guillaume, quand même, qui est notre invité ce soir et qu'on n'a même pas encore lancé. Il est 21h30. Je Euh, suis là. Je suis là. Guillaume, déjà d'une, on est très content de te recevoir. Merci. Je te l'ai déjà dit avant, je te le redis maintenant. On est très content de t'avoir avec nous et je voulais te poser la question qu'on pose justement à tout le monde sur Twitter. D'ailleurs, il reste 4 minutes pour aller répondre. On vous invite à aller le faire, même si y a un avis qui penche plus que l'autre. Est-ce que, selon toi, Oussem Aouar doit retrouver une place de titulaire face à Metz? Est-ce que pour lui, ça doit être automatique? Genre, et ça fait longtemps qu'il est à l'OL, il a prouvé qu'il était un peu au-dessus des autres. Est-ce que pour toi, il doit revenir dans ce 11 directement face à Metz? Écoutez, d'un œil extérieur que j'ai à la Ligue 1, évidemment, Oussem Aouar est un joueur exceptionnel techniquement parlant. C'est un joueur au profil vraiment particulier et au point que évidemment l'Italie est suivie notamment par la Juve qui vraiment on est folle d'Oussem Aouar qui avait notamment essayé de le recruter lors du dernier mercato. Automatique, je dirais non, parce qu'en soi, dans le football, rien n'est automatique, sauf si tu t'appelles évidemment Ronaldo, Messi ou autre. Alors, je sais que c'est un mot qui est cher au go de l'institution, mais voilà, c'est aussi
dans les clubs, il y a l'institution, et l'institution prime toujours sur tout. Après, c'est évident que Oussama Aouar a un profil que d'autres n'ont pas, mais je ne parlerai pas d'automatisme. S'il reviendra, il a sa place dans le 11, j'en doute pas. Après, il reviendra quand cette affaire sera réglée. J'ai lu ses propos sur RMC qui m'ont l'air assez cohérents et il n'a pas fait de vagues. Il a voulu calmer la polémique. Donc, je pense qu'il retrouvera vite sa place dans le 11. Mais c'est évident que si ses prestations, par exemple, ne sont pas au niveau, il n'est pas immunisé contre le banc. Mais en tout cas, le joueur, techniquement parlant, est évidemment l'un des meilleurs de l'OL. Donc, sa place dans le 11, je présume qu'il a. Mais voilà, il faut toujours prouver. Le club reste au-dessus de tout. Et quand tu as ce genre on va dire de petites polémiques, le club prime toujours sur tout. Voilà, en Italie, moi, je peux vous dire que un club comme la Juve, par exemple, avec des dirigeants comme Nedved, comme Agnelli, voilà, ne passe pas au-dessus de ce genre de petites choses, par exemple à l'entraînement ou autre. S'il faut punir un joueur, la Juve le punit. C'est ce qu'a fait l'OL, même si on parle d'Oussema Aouar. Donc voilà, moi, ça ne m'a pas étonné qu'il soit puni, même si l'incident n'est pas énorme. Mais voilà, sur le terrain, évidemment, ça reste un joueur exceptionnel, Oussema Aouar. Moi, je pense pas que j'ai retrouvé Tricité, hein, vous avez vu. Oui. Mais je pense pas qu'il sera titulaire. Je pense qu'il va laisser son milieu, il va remettre son milieu là. Par contre, il va rentrer en jeu et après, peut-être que le match suivant contre le PSG, il y aura une autre histoire. Mais là, je pense que contre Metz, ça va être le même milieu, voire peut-être Cacré en plus. Mais je pense pas qu'Oussem jouera ce match-là. En tout cas, en tant que titulaire. On va finir sur Aouar et passer à autre chose, mais juste pour terminer cette déclaration de Oussama Aouar, je vais vous la citer tout de suite. Vous en pensez quoi, vous, sérieusement? Je vous la lis très rapidement. Euh, Ma sanction, il n'y a rien de grave. Je pense qu'on en fait un peu trop. Il y a eu un quiproquo. Je ne suis pas rentré à Angers à cause de la qualité du terrain. Après le match, il y a un entraînement. J'ai refusé d'y participer à cause du terrain. Euh, Max, franchement, t'en penses quoi de cette déclaration? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Bah, s'il n'a pas envie de rentrer dans une polémique, je veux dire, la situation de l'OL actuellement, elle est pas. Enfin, il n'y a pas lieu de rentrer dans un certain conflit. L'humain est assez intelligent. Voilà, il essaye de montrer qu'il n'y a pas de, il y a pas de principe, il y a pas de problème. Bon, il accepte ce qui s'est passé. On passe à autre chose. Ça sert à rien de trop de rester sur l'incident. Après, tu as un match comme ça, imaginons tu le perds. Là, la question serait différente. Tu te prives d'un joueur comme Moussa Mawar, tu perds un match contre Reims. Là, à partir du moment où tu gagnes 3-0 le match, lui-même, il sait qu'il n'a pas grand-chose à dire en soi. Parce que le milieu, il a été performant. Tu as des joueurs de qualité au milieu. Si tu l'ouvres trop, ça veut dire que tu penses que tu es largement meilleur que tes coéquipiers. Donc voilà, il faut essayer de trouver un moyen de communiquer sans amener à débattre 20 minutes sur le cas. Donc voilà. La victoire est là, il va revenir dans le groupe, comme a dit Olivier la semaine prochaine. Et au fur et à mesure, il va retrouver une place très rapidement. Enfin, on verra même contre le PSG ou la semaine prochaine. Mais le débat ne doit pas durer trop longtemps sur le cas à voir, je pense. Il y a YouSOL69 que je salue dans le chat qui dit que l'interview pour lui c'est un traquenard et qu'il s'en est quand même très bien sorti. Écoute, moi aussi je trouve que Il a finalement été très politique. il a été, alors c'est vrai qu'il a été très politique, mais enfin moi je trouve que voilà, on connaît Aouar, il a jamais fait de débordement dans ses déclarations, dans son attitude, il a toujours été un joueur assez carré, donc il a fait vraiment ce qu'on attendait de lui et on est assez fiers de ça. On va Parce se poser que une dernière question. Ouais, vas-y. Ouais, non, mais je voulais dire juste parce que là, dans le contexte, s'il s'énerve, ça jouera plus contre lui qu'autre chose. Parce Mm. que il est plus en position voilà, de laisser passer l'incident, de l'affaire politique et puis de passer à autre chose. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait après le mercato d'ailleurs. Hein. Quand il a dit je suis content d'être à l'OL, tout ça. Donc il a tout de suite sorti de la polémique Arsenal. Il a fait je suis bien à l'OL, c'est mon club, tout ça. Donc là on a un Oussem qui a pas envie de faire de vagues au niveau des médias. Et, voilà. On verra bien comment ça se passe. Quitte à ce qu'il parte, c'est clair que je préfère 1000 fois qu'il s'en aille en Italie du côté de chez Guillaume que Arsenal. Mais on posera la question à notre invité dans cette troisième partie d'émission. Juste avant de passer à l'interview de notre invité, on va juste se poser une petite question. La question est très simple. L'OL revient à 2 points du PSG. Est-ce qu'on peut espérer que l'OL soit champion d'automne, j'ai envie de dire, leader avant la trêve, avant la trêve de Noël, sachant que l'OL se déplace
euh, à Metz au prochain match et se déplace ensuite au Parc des Princes contre le PSG. Olimas, je te pose la question, est-ce que l'OL peut être champion d'automne? Un titre tant espéré par l'Olympique de Marseille. Mathématiquement, je sais même pas si c'est possible. Si Marseille gagne tous ses matchs. Alors, si Marseille gagne tous ses matchs jusqu'à la trêve, évidemment, ce seront les champions d'automne. Mais tout est possible mathématiquement pour le moment. Donc, je pense pas qu'on fera un résultat à Paris. Ils vont récupérer du monde. Neymar et Mbappé seront un peu plus en forme. Donc, non, je nous vois gagner à Metz, mais je pense qu'à Paris, on va perdre malheureusement. Et puis, ça sera intéressant de voir dans quelle lecture va avoir Rudy Garcia de ce match-là. Est-ce qu'il va y aller avec des ambitions? Parce que quand tu alignes un milieu comme par exemple Mendes, Guimarães, Paqueta, ou même si tu inclus Aouar dedans, c'est que tu as des ambitions un peu dans le jeu. Donc on verra. Moi, j'ai pas de soucis pour le coup. Et Ouais, Garcia, mais il s'en bat les couilles. Il va pas défensif. tu Franchement, penses je pas pense qu'il pas. il est pas capable de mettre un 5 défenseur, par exemple? Non, non. De faire un 5-3-2 comme il a fait en Ligue des Champions? De revenir à Peut-être. ça? Ouais, je suis même Oh pas non. sûr. Oh là là. Franchement, je pense Ouais, qu'il mais mettra son On milieu a de vraiment terrain. question, hein. Il mettra Guimarães, Mendes, Paqueta. Paqueta a un gros volume défensif en ce début de saison. Il va le mettre comme ça. Il va mettre ses ailiers. Je pense pas qu'il repasse à 3 derrière. On verra, mais moi, Je je sais pas. ne mettrai pas ma main à couper, hein. Il est capable de sortir un Kadewere ou un Possible. Toko Possible. Ekambi, et puis Nous, À ce compte-là, il sort d'incorporer. peut-être Kadewere, ou alors il reste à 2 au milieu. Non. Mais Ouais, je sais pas. Enfin, on verra, mais les amis, n'oubliez pas que Thiago Mendes est suspendu contre Metz. ouais. Oui. Oui, donc il y a une Ah bah oui, chance c'est vrai que qu'effectivement. Et Garcia aussi, On hein. aura un milieu Garcia aussi. Et Et Garcia Garcia est aussi. suspendu aussi, c'est vrai. Et il est suspendu. Regardez Donc on tous aura le match. effectivement, on aura peut-être Cacré au milieu de terrain pour le coup, avec Bruno Guimarães et Paqueta. Voilà, je le dis, une exclue. Donc, malgré l'absence, bon, c'est clair que Thiago Mendes c'est pas le même profil, mais malgré l'absence de Thiago Mendes et un milieu qui sera remanié Et le forcément, pauvre Jean-Lucas, bon Jean-Lucas, qui n'a voilà, toujours pas vu le terrain, on le à part salue 3 hein, minutes. de là où il est, mais donc toi tu vois toujours pas Oussem Aouar jouer malgré le fait qu'il y ait des Non. absents dans ce milieu. Non, parce que Thiago Mendes qui sort, tu sors qui C'est pas, tu mets qui? C'est Cacré, tu mets pas Aouar, quoi. Ou tu mets Et Bruno puis, Guimarães. Et encore, je suis pas sûr qu'il joue avec Aouar, Paqueta au milieu de terrain. Il pourrait, hein. Mais on ouais, aura... je suis pense plus pas. de l'avis d'Olimas, pareil. En Après, c'est plus, Metz, hein. dans Même sa s'ils font logique pas des un choses, mauvais début de saison. dans sa logique des choses qu'a créé un peu en difficulté là en ce moment, il n'est pas toujours titulaire. Donc là, s'il a envie dans ses choix de remettre en confiance certains joueurs, ça serait logique qu'il fasse démarrer Cacré et avec Oussem sur le banc. Les amis, on va s'arrêter là pour ce match-là. En tout cas, euh, toutes nos questions auront une réponse au prochain match. C'est samedi à 21h. L'OL se déplace à Metz. Je vais répondre aux questions qui ont été posées sur Twitter. Les deux sondages qu'on a lancés, on a lancé un deuxième sondage, j'en ai pas parlé, mais on l'a bien fait. Oussem Aouar doit-il retrouver une place de titulaire face à Metz? Vous êtes 73% à penser que oui, que Oussem Aouar doit passer devant tous ces autres joueurs qui ont prouvé qu'ils avaient leur place dans le 11. Et la deuxième question, avez-vous apprécié la composition et les changements effectués par le coach de l'OL? Et à 79,8%, vous êtes une grande majorité à répondre oui. Vous avez apprécié la Coach composition et Garcia. les changements effectués par coach Garcia qui nous a régalé, mais qui ne pourra pas nous régaler malheureusement de sa présence contre Metz. On va passer tout de Ah, mais suite ça va être qui, là? Ça va être qui, l'adjoint? Ça va être Fichot? écoute, Baticle? Batik putain. Fichot, un duo, tu vois. ce sera Oh Baptiste. putain. Oh merde. Bon. Le duo du football. En tout cas, on va bien rigoler. Petite erreur de ma part, hein, c'est pas samedi, c'est dimanche à 21h le match contre Metz. Excusez-moi, évidemment, À 21h? ne mettez pas Téléfoot samedi à 21h puisque vous C'est allez être dimanche à 21h le match? C'est dimanche à 21h, ouais. C'est le Ah ouais. 6, c'est dimanche exactement. Donc, Ah oui, ils ont pas grand chose je d'autre. suis assez surpris que l'affiche de la Ligue 1 soit Pouah, Metz-OL, c'est pas grave, hein. le 12e qui reçoit le 3e. Bah, t'as la Coupe d'Europe après, c'est pour ça, le fait que nous Ouais, on la peut-être. joue Ouais, mais il pas, n'y avait pas un on autre. Bon, décale bref, on ça. s'en fout, c'est pas grave. Ouais. En vérité. Peu importe. On va s'intéresser un petit peu plus à notre invité du soir, Guillaume MP. Guillaume,
Je sais pas si je te l'ai dit, mais on est très content de te recevoir. Non, pas encore, c'est la première fois. On a plein de questions à te poser, nous trois. Évidemment, le chat, vous pouvez évidemment nous proposer des questions. On essaiera de les lire. Il y a Youssouel69 qui dit que on a un super invité ce soir. Je suis Merci, d'accord. c'est gentil. Je ne sais pas C'est si on te gentil. l'avait dit. Voilà. Est-ce qu'il y en a un de vous deux, Max ou Limas, qui a envie de poser une question Je vais peut-être commencer avec ce que tout à l'heure, Guillaume, t'a parlé de Oussem Aouar et de la Juve. On sait qu'il a été proche du club cet été. Est-ce que tu sais ce qui s'est réellement passé? Pourquoi la Juve n'est pas allée plus loin? Si tu as des infos à nous donner en plus sur ça. Et est-ce que tu penses que la Juve va revenir dessus? Pourquoi pas dès cet hiver ou l'été prochain? Alors, dès cet hiver, je t'aurais dit oui si le contexte sanitaire et économique était différent. Aujourd'hui, on parle quand même d'un mercato qui est complètement bouleversé, troqué par ce qui se passe dans le monde entier, parce que le football n'est pas épargné, au contraire, il est frappé de plein fouet. Donc, évidemment que l'intérêt était concret pour Aouar, parce que Aouar est un joueur, et vous en avez parlé tout à l'heure, qui évidemment, techniquement, dans l'intelligence de jeu, qui plaît totalement à la Juve, et qui se fondrait parfaitement dans le milieu de la Juve, parce que la Juve, si on compare le milieu Pogba, Vidal, Marquisio de l'époque et celui d'aujourd'hui, bon, on a quand même l'impression qu'au fil des années, il y a eu voilà, il y a eu une baisse un peu de niveau, et c'est vrai que la Juve aujourd'hui cherche quand même à rehausser ce niveau-là au milieu de terrain. Alors évidemment qu'avoir une piste concrète, elle existe toujours. Après, tout dépendra du prix que fixera votre président. S'il n'est pas trop gourmand, voilà, les négociations évidemment C'est un club ami, la Juve. peuvent. En plus, non mais moi je me souviens de l'interview que Jean-Michel Aulas avait fait à Tuttosport il y a quelques mois, où il avait dit que voilà, il négocierait avec plaisir avec le président Agnelli parce que les deux s'entendent bien, et les deux clubs en soi, voilà, sont deux clubs amis. Donc je dis pas qu'Aulas se vendrait le plus, plus de plaisir avec la Juve, mais c'est sûr que si la somme est là et qu'il y a un choix à faire, pourquoi pas la Juve? En tout cas, la piste est vraiment concrète. Après, voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec le contexte, voilà, faut voir le prix demandé. La Juve aussi a des finances à surveiller, hein. Il y a un joueur devant qui s'appelle Cristiano Ronaldo qui touche quand même plus de 30 millions d'euros par an. Donc, c'est énorme quand même en temps de Covid. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, il y a quelques temps, ça pouvait paraître une somme, alors je dirais pas raisonnable parce que ce serait indécent, mais disons une somme classique, malheureusement dans le football moderne. Mais aujourd'hui, avec le Covid, c'est sûr que bah, voilà, les finances sont celles qu'elles sont, il faut faire attention. Donc, pour avoir intérêt concret, mais à voir voilà, ce qui va se passer dans les prochains mercato. Pour juste rentrer un peu plus dans le détail, si il arrive à la Juve, est-ce que déjà Pirlo a sa tactique prédéfinie? Je veux dire, il joue à 3 derrière, il me semble, non? Ou il est revenu à 2, Ouais, je sais plus. ouais, c'est un 3 un 3-4-1-2. Ouais. Et il jouerait où exactement? Bah, c'est ça. Alors, en ce moment, la Juve Parce que est vraiment parce que c'est quand même un joueur un peu spécial aussi à voir, il faut le dire. Moi, j'ai vu un podcast, je sais plus, qui le comparait, enfin, qui essaie de le comparer à De Bruyne, et il y a des différences quand même fortes dans la compréhension du jeu et dans la façon de lire le jeu. Donc, est-ce que avoir dans un jeu de possession est aussi fort que ça? Il y a des doutes à se poser après. Bon. C'est le vrai problème aujourd'hui à la Juve, honnêtement. On reste en début de saison et dans cette Juve de Pirlo, je ne pourrais pas te dire parce qu'on sent quand même qu'on est dans une Juve en pleine mutation. On sent que Pirlo tâtonne encore, ce qui est normal. Voilà, c'est un entraîneur qui est novice. Les joueurs, il y a quand même une tentative de rajeunissement à la Juve. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui est en train de se transformer. C'est pour ça qu'elle a des résultats en dents de scie depuis le début de la saison. Donc voilà, aujourd'hui, à l'instant T, c'est trop compliqué de se projeter sur vraiment le projet de jeu de la Juve. On sait que Pirlo voilà, aime la possession, aime le jeu rapide. Voilà, Aouar, techniquement, en tout cas, le joueur ne se discute pas. Évidemment que, comme tu l'as dit, il a des caractéristiques particulières et qu'à la Juve, elles seront scrutées avant de dépenser une certaine somme. Et voilà, le joueur, en tout cas, lui, techniquement parlant, sur les qualités intrinsèques, plaît beaucoup à la Juve. Donc voilà, c'est en tout cas une piste concrète. Après, il faut voir dans quelques temps où sera la Juve et quel schéma sera défini. Pour l'instant, ça reste vraiment, on va dire, un peu provisoire, tant voilà, Pirlo cherche, les joueurs aussi apprennent à se connaître. Hein, donc voilà, c'est vraiment une Juve qui est en pleine transformation. Donc attendons un peu avant de l'imaginer.
Et dernière question sur ça, qu'est-ce qui a fait cet été que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est le prix demandé? Est-ce que, on sait que Romain Molina avait parlé d'un problème de l'entourage du côté de Avoir, quelque chose qui pouvait poser problème dans les grands clubs. Qu'est-ce que tu en sais, toi, à ce niveau-là? Alors, moi, je n'ai pas envie de donner fausses informations, donc je ne dirais pas plus que je sais. Ce que je sais, c'est que là, il y a eu des discussions avec l'entourage des joueurs et entre les deux clubs, que l'intérêt aujourd'hui reste concret. Alors, même si le mercato n'est pas ouvert, ça reste vraiment un joueur qui est suivi. Après, au mercato d'hiver, ça paraît quand même assez complexe parce que j'imagine mal l'OL le lâcher en plein cours de saison, à moins une grosse fracture entre les parties, mais je le vois mal lâcher la début de saison et je vois mal la Juve dépenser ou faire un gros chèque en plein milieu de la saison. Mais l'été dernier, la Juve a aussi dépensé une grosse somme pour Kulusevski. La priorité est restée aussi un numéro 9. Voilà, Morata arrivé après vous avez suivi les feuilletons, voilà, notamment autour de Luis Suarez. Donc voilà, la Juve aussi avait peut-être d'autres priorités. Donc voilà, ça s'est pas fait aussi peut-être pour ça, mais ça reste quand même quelque chose à surveiller pour les prochains mercato. En tout cas, voilà, moi, j'en sais pas beaucoup plus sur l'été dernier et j'ai pas envie de donner des informations que je n'aurais pas. Je voulais te poser une question aussi, Guillaume. Ouais. La question, elle est simple. Aujourd'hui, en 2020, fin 2020, quelle est l'image de Rudy Garcia aujourd'hui en Italie, sachant qu'il a eu son parcours à la Roma, notamment cette première saison qui s'est très bien passée pour lui. J'ai l'impression que nous ici, pas qu'on respecte pas Rudy Garcia, mais on connaît les lacunes de Rudy Garcia. On sait que c'est pas Ouais. un mauvais entraîneur, mais on connaît ses faiblesses. Mais j'ai l'impression que partout ailleurs dans le monde, enfin dans le monde, en tout cas en Europe, on se fait une bonne image de Rudy Garcia parce qu'il a eu justement ce bon parcours avec la Roma, mais aussi parce que il a eu ce parcours en Ligue des Champions l'année dernière où il est arrivé en demi-finale et a réussi à, à vaincre la grande Juventus de l'année dernière et ainsi que Manchester City. Mais tu as raison d'en parler, c'est très paradoxal. L'image de Rudy Garcia, quand il passe en Italie ou quand il passe en France. Alors évidemment, en France, moi, je vois bien l'image qu'il a, tant à Marseille et tant à Lyon. Voilà, l'image un peu décriée de Rudy Garcia. Mais à Rome, moi, j'ai l'image d'un entraîneur. Je me souviens, pendant le premier confinement, il avait parlé à Sky Italia. Et à l'époque, tous les tifosi de la Roma, ou du moins une bonne partie, qui suivaient Sky, avaient envoyé des messages d'amour à Rudy Garcia en lui disant mais quand tu reviens, tu nous manques. Donc voilà, honnêtement, à Rome, Rudy Garcia a une très bonne image. Alors c'est pour ça que moi, le contraste est tellement saisissant entre la France et l'Italie qu'à chaque fois, j'en reste assez choqué parce que c'est vrai qu'à Rome, voilà, alors, certes, l'histoire, pardon, c'était mal fini. C'était fini sur une triste défaite en Coupe d'Italie contre un club de Série B, si je me souviens bien, au penalty. Donc voilà, c'était pas très bien fini, mais c'était aussi la fin d'un cycle. Faut pas oublier que la Roma de Rudy Garcia a joué le titre. Hein. On a tous l'image de Rudy Garcia qui fait le signe du violon lors Il d'un avait un match effectif aussi. Ouais, évidemment. Parce que Totalement. moi, je me rappelle quand il avait Gervinho sur le côté, où il avait des joueurs qui correspondaient aussi à son Gervinho, profil de jeu. Gervinho, c'est son Il, joueur. Hein. il a pas Ouais. fait une série de 12 matchs où il Si, gagne ouais. tous. Je sais pas s'il les À gagne Lyon, tous. à Il Lyon, a il a des... pas le profil d'un Gervinho, par exemple, tu vois. En tout début Donc, de saison, il avait fait une série où il avait gagné tous ses matchs. C'était un record. Mais voilà, tout ça pour dire que vraiment à Rome, si demain vous dites au tifosi de la Roma, écoutez, Rudy Garcia pourrait revenir, je pense que la grande majorité vous dira c'est une bonne nouvelle parce qu'il a laissé une bonne image. Donc voilà, moi, ça me fait toujours assez d'effet de voir le contraste, mais qui est quand même assez important entre l'Italie et la France de l'image de Rudy Garcia. Et d'ailleurs, quand Rudy Garcia parle en Italie, il y a toujours un écho qui est important, en plus parce qu'il parle évidemment très bien italien. Donc voilà, oui, sa femme est il italienne, l'avait c'est dit, ça. hein, ouais, et en plus sa femme est italienne, il l'avait rencontré je crois à Roma TV, bon, on peut parler gossip parce qu'après je vais me faire taper sur les doigts, mais en tout cas voilà, en Italie son image est bonne, et lui n'avait pas exclu un retour, donc l'AC Milan fut un temps l'avait aussi un peu pisté à l'époque où il y avait une recherche d'entraîneur. Voilà, c'est un entraîneur qui bénéficie d'une très belle cote en Italie, donc moi honnêtement je le vois très bien revenir un jour en Serie A. Alors, à vous de me dire si le plus tôt, le plus tard possible. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, en Bah, de toute Italie, façon, il lui voilà, on fait une reste belle 6 fête. mois à l'OL. Enfin, j'espère qu'il lui reste 6 mois à l'OL. Est-ce qu'il en fait un Mais... contrat à l'OL, c'est ça? mais voilà. Ah, mais Mais Ouais.
Guillaume, il faut quand même que tu saches, Olimas, il est dans une vision où son contrat à Rudy Ah Garcia oui, mais s'arrête pour moi, il y a, vraiment en juin. Pour lui, Rudy Garcia s'en va en juin. Il n'y a pas de pour moi, il y a prolongation. pas C'est acté. de. Mais Il n'y a bref, pas on de verra bien. suspense. Moi, j'avais une C'est question. là où. Ouais, vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Vas-y, Non, Zach. c'est là où je mets un doute parce que quand Olivier il parle toujours de Rudy Garcia s'en va, j'ai l'impression qu'il le sait. Il lui a dit dans l'oreille, il lui a dit je m'en vais à la fin de la saison. Alors que quand on voit Houillet qui arrive sur les plateaux télé, qui en parle et qui dit qu'il apprécie la personne et qu'on sent qu'à chaque série de bons résultats, il faut rappeler quand même quand il prolonge à Marseille. C'est peut-être là aussi où on peut, en lien avec la réponse de Guillaume, c'est qu'en France, nous, on voit tellement le côté politique, Mais il calculateur qu'a prolonge Rudy même pas sur une Garcia. bonne série en plus, hein, à Non, Marseille. ils sont pas bons au moment où il se fait prolonger. C'est pour ça, il est tellement politique, tellement fort Ah oui, là-dedans ça c'est vrai. Oui, que mais je me méfierais si je te dis jusqu'à la ça, fin. si tu dis à Max, il a peut-être des soutiens en club, mais il a aussi énormément d'ennemis. C'est pour ça Je sais, on en a parlé. voilà. Bon, après, moi j'avais une question pour Guillaume. Vas-y. Oui. Juste, ouais, c'est avant qu'on passe à un autre sujet, mais comment, vu que tu as travaillé avec Di Marzio, comment se Ouais. passe la dernière journée de Mercato en Italie avec Di Marzio? Et moi j'ai toujours cette image de des comment ça s'appelle des présidents de club qui jettent qui jettent les documents par-dessus la porte. Là, c'est absolument incroyable. Le mercato, Et voilà, comment ça se passe avec Di Marzio et toi aussi, tu as participé à ça. Donc, faut savoir déjà que Di Marzio, évidemment, alors reste évidemment le taulier du mercato, mais il faut savoir qu'il y a une grosse équipe derrière lui. Et c'est quand même le premier, et c'est pas pour faire le faillot, mais c'est quand même l'un des journalistes en Italie qui lance vraiment des jeunes qui peuvent se retrouver par exemple à la Gazzetta ou à d'autres. C'est-à-dire voilà, il a une très belle équipe de jeunes journalistes qui bossent avec lui, qui vont sur le terrain. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'il réussit, c'est qu'il y a vraiment une très bonne team derrière, et ce sera le premier à vous le dire. Tu l'as dit, la dernière journée de Mercato en Italie, c'est vraiment épique. C'est du direct Mercato qui pendant ferme à 24 19h, heures. c'est ça, hein? Ouais, c'est du direct. C'est en fait, ils se réunissent tous dans un hôtel. Alors, généralement, il est prédéfini à l'avance. C'est soit à Milan, c'est généralement à Milan parce que tous les présidents, tous les agents se trouvent là-bas, dans un seul et même endroit. Et pendant quasiment une journée entière, les agents, les présidents se rencontrent là-bas. Et comme tu l'as dit, voilà, parfois, il y a des scènes surréalistes où ils lancent un papier par-dessus la porte parce qu'en fait, les portes, on a la fermeture des portes comme vous à Nouvel-An en France où vous faites le décompte partout dans le monde. En Italie, on fait le décompte du mercato, c'est-à-dire qu'on fait le décompte et les portes se ferment à 19h pile. Et il y a des présidents ou des directeurs sportifs qui lancent les contrats par-dessus la porte, même si c'est voilà, au-delà du temps réglementaire. Donc, et après, voilà, pendant des heures, on a une espèce de VAR qui on regarde si le contrat est passé avant ou après, mais c'est complètement dément. Voilà, ça fait partie aussi j'ai envie de Ouais, il y dire a des aussi joueurs qui ont été refusés aussi pour des. Ah, totalement, mais ça fait partie de la culture. Voilà, c'est vraiment le mercato, c'est vraiment quelque chose qui passionne les gens en Italie. C'est quelque chose voilà, que tu retrouves dans tous les journaux. Sotto l'ombrellone, c'est-à-dire quand tu vas à la mer, tu as tout le monde avec la Gazzetta qui parle du mercato et qui va là et qui va signer à Milan, l'Inter, à la Juve. Alors voilà, c'est un truc qui est complètement dément. Et voilà, c'est partie du folklore du football italien. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi particulièrement je l'aime et je sais que les amateurs de Serie A l'aiment aussi pour ça, pour cette folie du mercato. Dernière question avant de passer à notre troisième et dernière rubrique de cette émission. La question, je vais te la retrouver tout de suite. C'est YouSoel69 qui voulait te poser une question. J'imagine que ça a peut-être un rapport futur avec l'OL. Il voulait savoir, qu'en est-il de Gasperini? Est-ce que, selon toi, il va rester encore longtemps à l'Atalanta? Vous êtes J'imagine gourmand. que YouSoel veut. Ah ben, vous, déjà, non, déjà. Non, mais enfin, c'est Youssouel qui a peut-être envie de croire à un coach comme Gasperini à l'OL pour succéder à, Rudy Garcia. Oui, ou après, Ah. hein. D'ailleurs, il n'y a pas que. Vu que le contrat visiblement de Garcia se termine et que, Voilà, exactement. Olimas veut pas le prolonger, je présume que c'est pour l'année prochaine. Ouais. On parle de faut- Gasperini ou il y a aussi, comment il s'appelle Lucien j'ai plus Favre. son nom. Des Herbie. Voilà, Des exactement. Herbie aussi. Voilà. Ah ouais, déjà. Écoutez, Gasperini va rester à l'Atalanta jusqu'en 2023 normalement. Il a annoncé il y a une semaine ou un peu plus. Donc honnêtement, l'histoire est tellement belle entre Gasperini et l'Atalanta. Ça fait partie des histoires d'amour qui durent et qui fonctionnent.
Alors, j'aimerais bien que vous la cassiez pas, parce qu'elle est belle et parce qu'on se fait plaisir et parce que c'est agréable de voir jouer à l'Atalanta. Un peu plus de mal en ce Mais moment quand même, l'Atalanta. oui, c'est Regardez le vrai qu'il y a match un peu plus de mal. contre Ouais. Vérone, Ouais, parce que tu sais, la Ligue des Champions, c'est la fatigue. ouais, si tu regardes toutes les équipes italiennes, à part l'Inter, bon, l'Inter a un peu de mal comme cette année en Ligue des Champions, mais tous les clubs ont perdu des points, que ce soit la Juve, la Lazio, et tu l'as dit, l'Atalanta, c'est compliqué vraiment, parce que ça use des forces physiques et mentales. Et l'Atalanta peine aussi devant en ce moment. Mais on va dire que globalement, l'année dernière, il perd contre le PSG à 3 minutes de la fin, ou sinon ils étaient en demi-finale et contre Ah non, Leipzig. mais c'est une histoire magnifique. Surtout, Voilà, on connaît avec l'histoire de la ville, le fait qu'ils ont quand même ouais, été avec ouais. le Covid, ça a été terrible. Donc, C'était l'épicentre du Covid en Italie. Donc, mais Gasperini, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de suspense, ou alors à moins d'une rupture qui paraît quand même assez improbable. Il va rester De Zerbi. Alors, je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant ou tout à l'heure. Ah, justement, je vais te lancer Ouais. là-dessus. On va rentrer dans cette troisième et dernière rubrique de cette émission. L'OL et l'Italie, on a plein de questions à te poser avant de terminer cette superbe émission. Je prends beaucoup de plaisir à faire cette émission, surtout quand on a des invités qui nous apportent des infos. C'est pas tous les jours, mais c'est quand même très agréable. Du coup, la question de Désherbi, je voulais pas te la poser maintenant, mais vu qu'on est lancé sur le sujet, je vais me gêner. Il y a une rumeur Désherbi qui est sortie par certains médias italiens, tu vas nous dire lesquels. Est-ce que, lui dit qu'il n'est pas au courant, mais a priori, ça pourrait quand même être une bonne idée pour l'après Rudy Garcia. Alors, De Zerbi, évidemment, c'est un entraîneur, on va dire, qui est en vogue et totalement à la mode en Italie, mais pas seulement médiatiquement parlant, mais c'est vraiment un très bon entraîneur qualitativement, parce que c'est un entraîneur. Alors, ça ressemble un peu à l'histoire de Gasperini à l'Atalanta au niveau du jeu, parce que c'est un entraîneur qui aime beaucoup la possession, la transition rapide. C'est un entraîneur qui fait bien jouer son équipe. Si vous lisez toutes les interviews de Zerbi, ce sera le premier à vous dire que gagner, c'est bien, mais gagner en jouant bien, c'est mieux. C'est-à-dire que lui, le résultat, évidemment que c'est important, mais à Sassuolo, tu peux te permettre aussi de ne pas avoir l'obligation du résultat, contrairement si tu entraînes la Roma, la Lazio, le Milan, l'Inter, la Juve par exemple. C'est vrai qu'à la Sassuolo, ils ont tout de suite cru en lui. Ça n'a pas été le cas de tous ses précédents clubs. Mais aujourd'hui, De Zerbi, c'est un entraîneur qui fait très très bien jouer Sassuolo. Il a fait une interview la semaine dernière où sur son avenir, lui a dit que rien n'était exclu, mais qu'en tout cas, lui se voyait bien rester à Sassuolo. Son rêve, c'est d'emmener Sassuolo en Europe et de jouer la Coupe d'Europe avec lui. Donc la Ligue Europa, évidemment, en prémisse, c'est l'objectif quand même de la saison. Lui, il a dit que son Sassuolo, pourtant, qui joue déjà très bien. Alors, on parle après une défaite 3-0 contre l'Inter, donc je vais passer un peu pour une tâche, mais voilà, en soi, Sassuolo réalise quand même une très bonne saison, son deuxième. On se fout Donc très bien, Sassuolo. ouais, voilà, c'est vraiment très agréable à voir jouer. C'est une superbe équipe. C'est l'un des plus beaux jeux en Italie en ce moment et depuis déjà aussi l'année dernière. Mais en tout cas, voilà, je ne le vois pas partir de manière imminente à Lyon. Et même si c'est un très bon entraîneur, il y aurait quand même une part de doute dans le sens où lui n'a jamais eu une expérience à l'étranger et à Lyon, il y a quand même une pression qui est assez importante parce que quand on entraîne Lyon, c'est pas comme si tu entraînes Sassuolo où voilà, c'est un petit club qui monte. Lyon, voilà, on sait qu'il y a une obligation du résultat d'aller en Coupe d'Europe. Donc ce serait Mais quand même pas comment le même à contexte. Sassuolo, il a qui derrière? Il a un directeur sportif, Ah bah il a un ouais, ouais. président omniprésent, Alors un conseiller voilà. qui tire les ficelles? Non, la structure de Sassuolo ressemble beaucoup à la structure de l'Atalanta, où voilà, il y a un directeur sportif. Alors, un président, le propriétaire est décédé il y a pas longtemps et qui était très fortuné, d'où le sponsor d'ailleurs, ma paye de Sassuolo et du stade de Sassuolo. Mais la structure, voilà, ressemble à la structure de l'Atalanta, où tu as un directeur sportif, tu as beaucoup de scouting qui c'est partout en Europe. Par exemple, Maxime Lopez, qui arrive à cet été, avait été déjà observé depuis très longtemps du côté de l'OM au point quand même qu'ils voilà, ils l'ont suivi, ils l'ont acheté cet été. Mais voilà, c'est une structure qui est très solide. Lui s'y sent très bien. Et voilà, je le vois pas pareil. Alors Gasperini lui a prolongé, ça va être fait. Deserbi, je le vois pas partir tout de suite à l'étranger. Et je pense même qu'un club italien pourrait miser sur lui, un plus gros club peut-être. Alors à voir ce qui va se passer dans les grands clubs d'ici à l'été prochain en fonction de la saison qu'il va y avoir. Mais en tout cas, voilà, c'est une rumeur à suivre. Pour l'instant, j'y crois pas beaucoup.
Mais en tout cas, le profil, évidemment, serait très bon. Après, comme je vous l'ai dit, il y aurait quand même une part de risque parce que ça reste un entraîneur en devenir. Même si ses idéaux, ses dogmes et sa volonté de faire jouer ses équipes est évidemment très, très intéressante avec Sassuolo. Il y a aussi le contexte, je veux dire, tu arrives en championnat quand même différent, une mentalité différente. Les joueurs ont aussi une mentalité différente, même si l'effectif de l'OL est quand même un effectif international. Mais moi, je pense pas non plus que ce sera un entraîneur italien. Je pense qu'on va rester sur du français. Alors, français ou En tout cas, des éventuellement un francophones. Brésilien. Mais Francophones. voilà. Après, peut-être Favre, peut-être Sampaoli au Brésil, j'en sais rien. Peut-être Galtier, malheureusement. Mais voilà. Je pense pas qu'on ira chercher en Italie. Et je pense qu'effectivement, les deux vont rester là-bas et que les grands clubs italiens s'intéresseront après. Hein. On sait jamais. C'est Valverde qui nous attend. On sait jamais. Conte, ça se trouve, dans 3 mois, il pète un câble. L'histoire entre Conte et l'Inter, en tout cas, voilà. Donc, il y a un peu, c'est un peu compliqué en ce moment. Tout est possible, quoi. Tout est possible. Alors après, un entraîneur italien, je ne sais pas si vous voulez vraiment un entraîneur italien. En tout cas, alors moi, il y a un entraîneur que j'aime beaucoup et qui est sur le marché en ce moment, mais qui est toujours payé par l'Inter, c'est Spalletti. Spalletti, moi, j'ai toujours eu un petit fait pour cet entraîneur. C'est un entraîneur quand même qui, je crois, en 14 saisons professionnelles, dans tous les championnats confondus, même à l'étranger, a fini 13 fois dans les 4 premiers. C'est un entraîneur très solide, mais il est toujours contrat avec l'Inter. Ouais, mais le problème, c'est que Milan l'a voulu, l'autre Milan, l'AC Milan l'a voulu après avoir viré Giampaolo en octobre 2019. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, il est sous contrat avec l'Inter encore et qu'il est payé 6,5 millions pour cultiver ses vignes. Donc lui, c'est mal qu'il J'espère qu'il a des bonnes vignes, en tout cas. Ouais. J'espère pour lui, en tout cas, lui, il ne veut pas lâcher un centime parce que ça s'est mal fini avec l'Inter. Donc voilà, lui, il ne veut pas lâcher son contrat. C'est des contextes, l'Inter ou l'AC Milan. Même si l'AC Milan est encore un plus gros contexte, mais c'est des clubs qui sont pas faciles non plus à entraîner. C'est évident, c'est évident. Les amis, on va se pencher un peu plus sur les joueurs. Je pense qu'on en a fait assez sur les coachs. De toute façon, on se retrouvera sûrement avec Vira ou Gourvenec la saison prochaine. Voilà, Olima, ça c'est pour toi. Non, mais c'est bon, là, tu m'as enterré. Je voulais te poser une question sur Lucas Paqueta qui arrive tout droit de l'AC Milan. Tu l'as donc vu jouer pas mal de fois du côté de Milan. Toi, tu penses que c'est une bonne recrue, que il s'intègre bien à l'OL et qu'il peut faire son trou quand même en Ligue 1? Alors, Paqueta, c'est un joueur très particulier. La première chose qu'on peut dire, c'est un joueur bourré de talent. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est un joueur qui a du football, qui est très technique et voilà, qui est brésilien. Voilà, il a vraiment toutes les qualités du joueur brésilien. Le problème, c'est qu'à Milan, il s'est rapidement perdu déjà tactiquement dans le sens où tous les entraîneurs qui sont passés, il y a eu Gattuso, Giampaolo, Pioli, personne ne lui a vraiment trouvé une place, que ce soit en relayeur, en numéro 10. Alors, Milan a souvent joué en 4-3-3 à l'époque et c'est vrai qu'il avait du mal quand même à trouver sa place. Et au fur et à mesure, voilà, il s'est un peu évaporé. Sous Gattuso, il avait beaucoup de tâches défensives et ça lui occupait beaucoup l'esprit. Et d'ailleurs, il y a eu quand même des petites frictions entre Leonardo qui était allé le chercher à Flamengo et Gattuso qui l'entraînait parce que Gattuso, à un moment, le faisait jouer un peu bas ou le faisait plus trop jouer. Et Leonardo, il demandait voilà, en interne quand même de lui laisser plus de liberté. Et c'est vrai que voilà, au fur et à mesure, Paqueta s'est un peu perdu. On peut lui reprocher aussi le fait de ne pas être assez décisif. Si on regardait ses stats, voilà, c'est quand même pas beaucoup de buts et pas beaucoup de passes décisives durant sa saison et demie à Milan. Ça démarre comme ça à Lyon d'ailleurs, hein. Même si c'est voilà, pas beaucoup de matchs. Mais... Et il est arrivé quand même pour 35 millions et des bonus, donc c'était pas rien. Mais en tout cas, voilà, les débuts étaient très bons. Après, voilà, il s'est complètement perdu. Giampaolo, son entraîneur à l'époque, l'avait dit publiquement qu'il était trop brésilien. C'était pas un compliment d'ailleurs, le joueur n'est pas apprécié, dans le sens où en fait il n'était pas assez concret, pas assez tranchant et un peu trop, on va dire, un peu showman, voilà, sans être concret devant le but. Et les tifosi, quand Paqueta est parti, ils n'ont pas beaucoup regretté, ils étaient même contents de le voir partir pour 25 millions, donc, enfin pour entre 20 et 25 millions. Donc voilà, c'est en tout cas un joueur bourré de talent, c'est un joueur qui a besoin de confiance, il faut que Rudy Garcia lui donne du temps de jeu et de la confiance, qui sont un peu chouchoutés, cajolés, voilà, parce que il est arrivé du Brésil il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, donc il a besoin aussi d'un contexte serein autour de lui, qu'on lui accorde sa confiance. En tout cas, voilà, c'est un joueur qui a du talent, mais qui doit encore progresser sur plusieurs aspects, et notamment voilà, au niveau de la concrétisation. Il faut qu'il soit plus décisif, et j'espère qu'à l'OL, du moins j'espère pour vous,
il le sera. Mais en tout cas, c'est pas un joueur qui fait des vagues s'il joue pas. Mais- Voilà, Mais c'est pas Justement, est-ce que Vas-y. tu penses que le contexte lyonnais, le fait qu'il y ait pas mal de Brésiliens dans le groupe et que tu as un directeur sportif comme Juninho qui a un impact sur les joueurs, est-ce qu'il que tu adore, penses que d'ailleurs, ça qu'il peut apprécie en tout cas. ouais, tu penses que ça peut favoriser son explosion ou Totalement, ouais. vraiment le problème de compatibilité avec le jeu européen va faire qu'il aura, dans tous les cas, à un certain niveau, une limite qu'il ne pourra pas franchir? Ouais, tu sais, si un joueur n'a pas l'affect ou la confiance, même s'il est très bon techniquement, ça ne changerait pas beaucoup de choses sur le terrain. Avant tout, un joueur il a besoin de confiance, il a besoin d'être serein pour jouer son football. C'est évident, vous le savez comme moi, les Sud-Américains, voilà, on les a connus au PSG, aujourd'hui c'est à Lyon, il y a une colonie brésilienne. Évidemment que pour eux c'est important parce qu'ils parlent leur langue, parce que voilà, c'est des personnes qui ont un caractère bien à eux, et voilà, elles adorent être entre elles. Et moi je pense que pour lui c'est mieux, voilà, évidemment que c'est mieux qu'il y ait des Brésiliens autour de lui. Juninho, je présume qu'il joue un rôle quand même très important. Voilà, pour lui et pour son adaptation à Lyon, au contexte lyonnais. Et Juninho, évidemment, était en première ligne pour négocier sa venue. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui mérite qu'on croit en lui. Mais voilà, maintenant, c'est aujourd'hui à lui de faire les efforts pour prouver que sur le terrain, il a la capacité à s'adapter au football européen et à la Ligue 1. Voilà, en Serie A, c'est vrai qu'il s'était complètement évaporé au fur et à mesure. Voilà, pour des problèmes tactiques, des problèmes de caractère. Il y a eu aussi, il faut le dire, c'est pas que sa faute, parce qu'à Milan, c'était quand même compliqué. Aujourd'hui, Milan est premier, mais Milan arrive quand même d'années de galère. Et Paqueta a connu 3 entraîneurs à Milan, Gattuso, Giampaolo et Pioli après. Donc voilà, le contexte autour de lui n'était pas simple non plus. On va dire que le joueur voilà, n'était pas non plus au niveau des attentes. Peut-être qu'il y en avait trop aussi à l'époque. En tout cas, voilà, c'est un joueur qui mérite quand même qu'on croit en lui. Mais c'est pas juste pour revenir sur Juninho, il l'avait déjà vu avant que le Milan l'achète. Il avait déjà dit à l'OL de le prendre à l'époque. Ça s'était pas fait pour différentes raisons. Mais je pense qu'il apprécie le joueur, peut-être qu'il se reconnaît un peu en lui. Après, c'est effectivement, on a l'impression d'être sur un joueur qui peut-être aura du mal à s'imposer en Europe, comme il y a eu notamment Ganzo qui a eu ce même problème. C'est-à-dire que c'est un joueur qui techniquement est largement au-dessus, mais qui manque de spontanéité, qui manque de vitesse, qui manque de vitesse dans ses décisions. Après, là, moi, je trouve que, pour revenir un peu à lui, je trouve que défensivement, il fait du gros boulot. D'ailleurs, c'est pour ça que Garcia le met quasiment toujours titulaire maintenant. Joue Il fait un relayeur. énorme boulot. Il fait un énorme boulot défensif. Il récupère beaucoup de ballons. Offensivement, il amène des choses. Peut-être que il manque cette rapidité, mais il amène des choses quand même. Il est sur le premier but hier. Bon, après, voilà, effectivement, faut attendre un peu plus. Est-ce que dans ce contexte du collectif de l'OL, qui est quand même pas fameux, est-ce qu'on peut juger maintenant? Je sais pas, on verra, je pense, peut-être plus à partir de l'année prochaine que maintenant. Moi, ça me peut rappeler aussi Memphis, qui à Manchester faisait beaucoup de roulettes, beaucoup de trucs comme ça, qui jouait pas forcément le football, et qui à Lyon a un peu épuré son jeu, et a aussi avec la sélection. Donc pourquoi pas, on peut peut-être réussir. Et si jamais l'année prochaine, on prend un entraîneur qui peut lui permettre d'exprimer son meilleur niveau, quoi. On va du coup passer à un autre joueur. Je m'attendais à ce que quelqu'un rebondisse, mais ok, très bien. Il y a un autre joueur qui est arrivé en provenance de la Serie A, cette fois-ci il y a 1 an et demi. C'est bien sûr Joachim Andersen, l'international danois, qui malheureusement n'a pas eu la chance de faire la bonne saison qu'on attendait avec l'OL. Il a eu sa chance, mais il n'a pas été très convaincant. Il me semble que dès ses premiers matchs, il met un CSC, il fait de très mauvaises. Il fait penalty à Montpellier, je crois. Oui, Il voilà, provoque un voilà, penalty. il y a plein de faits de jeu qui n'allaient pas dans le sens de l'OL, j'ai envie de dire. Euh, Comment ça se fait que un joueur qui soit aussi... bon, c'est quand même très compliqué de te poser cette question-là, mais je te la pose quand même, Guillaume. C'est, on a un joueur qui est quand même très talentueux en Serie A, qui arrive au LOL, qui n'arrive pas à faire son trou, mais qui est quand même prêté à Fulham la saison d'après, et qui est capitaine, quoi. Comment ça se Après, fait c'est Fulham, hein, je sais pas si. ah, mais c'est vrai, c'est Fulham, mais enfin, quand même, le Non, mais gars c'est bizarre, le après capitanat, à j'avoue, Fulham ce soir, et c'était bizarre. capitaine. C'est quand même un signe qui est assez trompeur sur ce qu'on a vu à l'OL. Toi, tu l'as vu jouer à l'OL déjà, Guillaume?
Oui, mais Et, je l'ai pas beaucoup reconnu. ouais, Est-ce que c'est en rapport, au fait que c'était quoi, c'était la Sampdoria? Est-ce que Ouais. en rapport au fait que la Sampdoria joue différemment, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il jouait plus bas, plus haut? J'ai pas trop vu jouer la Sampdoria La à Sampdoria l'époque, de mais Gianpaolo déjà jouait avec le fameux 4-3-1-2, si cher à Gianpaolo, donc un football de possession, une possession qui peut durer très longtemps, assez horizontale. Donc c'était peut-être pas le même jeu et pas le même championnat évidemment. Après, moi je me rappelle quand il avait signé à Lyon, j'avais quand même passé quelques coups de fil du côté de la Samp pour savoir ce que eux en pensaient. Et eux étaient quand même plutôt confiants dans le sens où beaucoup m'avaient dit que c'était quand même un joueur qui avait la capacité à s'adapter rapidement à un nouveau contexte. À la Sampdoria, ils l'ont pas tout de suite lancé dans le grand bain, ils l'ont fait doucement, doucement grandir et ils l'ont lancé en grand bain quand ils l'ont estimé prêt. Ils m'ont dit que ça avait été assez rapide et qu'il n'avait pas eu besoin d'une période d'adaptation trop longue. Gianpaolo, son entraîneur, en était vraiment fan au point qu'il a voulu le ramener au Torino l'été dernier. Mais c'est vrai que j'étais assez quand même surpris du fait que voilà, il peine à s'imposer à l'OL. Après, je sais que voilà, le contexte aussi lyonnais est totalement différent par rapport à la Samp. Alors certes, la Samp reste quand même un des clubs historiques en Italie, mais à l'OL, on n'a peut-être pas les mêmes attentes, il n'y a peut-être pas la même pression, c'est pas du tout le même jeu, c'est un nouveau football. Et peut-être que lui a été dépassé un peu par tout ça, par les critiques aussi, parce qu'à la Samp, tout le monde le protégeait. Et avec ses prestations, on pouvait en dire que du bien, parce que c'était quand même un très très bon défenseur. Et c'est vrai qu'en arrivant à l'OL, tu commences à enchaîner les mauvais matchs, tu manques de confiance, tu te fais critiquer. Et après, tu as deux sortes de joueurs. Tu as ceux qui rebondissent et qui arrivent à remonter la pente. Et tu as ceux aussi qui sont jeunes, parce que voilà, ça reste aussi un joueur jeune, et qui encaissent beaucoup et qui ont peut-être un peu de mal aussi à accepter ces critiques déjà dans un nouveau championnat qui n'est pas forcément le même qu'en Italie. Donc voilà, pour moi, ça reste quand même un excellent défenseur. Je doute pas ses qualités. Après, bah, voilà, ça peut arriver aussi de rater une saison parce que bah, voilà, c'est avec les différents problèmes que je viens d'énoncer. Mais en tout cas, voilà, pour moi, le joueur reste bon. Et il est parti en prêt à Fulham, c'est ça? Il est en prêt? ouais, il est parti en prêt, ouais, C'est ça. avec une option d'achat, il me semble, non, je sais plus. Je sais plus exactement. Mais le joueur, en tout cas, voilà, Bah reste. là, il joue dans une défense, très bon. il joue à Fulham dans une défense. Enfin, ce soir, ils étaient contre Leicester à 5. Il a fait un bon match d'ailleurs. Pas à 5, voire même à 6, voire à 7 à la fin du match d'ailleurs. Mais il a fait un bon match. Globalement, il est plutôt pas mal avec Fulham, même si Fulham est très mauvais depuis le début de saison. Mais ouais, c'est le contexte. Faut dire aussi qu'à l'OL, on a un problème avec les défenseurs depuis des années et des années. On a un problème avec notre système défensif, c'est-à-dire on est beaucoup dans les 1 contre 1. Et donc Andersen je trouve, a un peu du mal à se retourner. Et ce qui fait que il a eu du mal sur beaucoup de situations. Ce qu'a pas par exemple de Nayar, même si sa début de saison n'est pas terrible. Parce qu'il est meilleur en 1 contre 1, il est plus rapide, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, il a eu des soucis. Après, ça se trouve, c'est toujours pareil. Hein. Il va revenir la saison prochaine et il aura peut-être un coach qui va le faire, qui va le mettre. Et on n'a pas recruté, peut-être qu'on ne recrutera pas non plus de défenseur la saison prochaine. Donc il c'est pas faut, fini, je pense. Ouais. faut absolument qu'on avance parce Ouais. on commence à être bien en retard. Je vais quand même te poser cette dernière question sur Andersen, Guillaume. Il y a des gens dans le chat qui nous le rappelaient. Andersen est prêté à Fulham, mais sans option d'achat, c'est un prêt sec. A priori, Ah, on d'accord. aurait peut-être droit à un retour de Andersen à l'OL. Est-ce que toi, tu y crois, toi? Moi? Bah, Euh, est-ce que tu bah, crois moi- pas est-ce que tu crois au retour, mais est-ce que tu penses qu'il peut être performant après tout ce qu'il a vécu Ah à bah l'OL? oui, clairement, parce que c'est un joueur qui a des qualités. En Italie, moi, je vous dis, moi, il est quand même très bon avec la Sampdoria, donc peut-être aussi que cette expérience à Fulham va lui faire du bien, va leur donner de la confiance. Et avec une saison de plus, une bonne saison à l'étranger d'un nouveau championnat, et bah, tu reviens avec une autre mentalité, avec un autre bagage technique. Tu as appris d'autres choses, tu as vécu une autre culture, donc peut-être que tu reviens dans un tout autre état d'esprit. Donc si l'OL l'a prêté sans option d'achat, c'est peut-être aussi parce que l'OL y croit encore. Donc évidemment que j'y crois. Mais voilà, le joueur vraiment est très bon. Donc voilà, peut-être qu'il ne s'imposera jamais à l'OL. Mais voilà, c'est pour différents facteurs qui peuvent faire que parfois, dans une carrière, bon, bah, le club et toi, tu matches pas. Donc voilà, le joueur, en tout cas, reste très Il faut, intéressant à regarder. il faut faire Peut-être si je peux attention. rajouter Ouais, un petit truc sur le cas Ouais, Anderson.
Rapidement, moi je suis pas convaincu par le fait qu'un retour de on sait que l'OL et les prêts, c'est pas forcément, ça peut être une porte de départ déjà, bien avancée. Je pense que si, Henderson fait une bonne saison à Fulham, la priorité derrière de l'OL, je suis pas sûr qu'elle soit de le réintégrer, mais Non, c'est de plutôt le vendre, peut-être je pense. d'essayer de le revendre en essayant de faire une petite marge dessus. Juste peut-être sur quelque chose par rapport aux recrues de Lyon. Autant Lyon, pour certains types de joueurs, notamment les brésiliens, ça peut être un contexte favorable pour leur intégration. Mais je pense que pour d'autres, le contexte, il n'est pas si favorable que ça. On sait qu'on a une culture de la formation très, très forte. On va avoir derrière une diaspora brésilienne très, très présente, surtout depuis que Juninho est revenu au club officiellement. J'ai l'impression que pour des cas comme Anderson, qui vont être des recrues anglophones, qui viennent par exemple d'un championnat comme la Serie A, pour eux, c'est pas forcément super simple de s'intégrer à cette équipe-là, parce qu'ils vont pas retrouver des points de repère et on va leur demander beaucoup très rapidement. C'est des joueurs jeunes, comme tu l'as dit, Guillaume, tout à l'heure, et que s'ils prennent pas le bon virage rapidement, pour eux, la chance se représentera pas forcément. Donc c'est là où pour moi le contexte lyonnais peut être aussi très difficile pour des joueurs comme Anderson. Et pour finir, c'est une recrue Flo Maurice. Donc les recrues Flo Maurice durent pas très longtemps sur mon club et ce serait pas étonnant qu'il soit plus là la saison prochaine. Voilà. Dernier cas qu'on voulait évoquer avec toi, Guillaume, avant de se quitter, bien sûr, c'est le cas de Mattia Descheglio. C'est le seul Italien de l'OL et il est en prêt, il n'est pas encore à l'OL complètement. Il n'a pas eu encore de titularisation de côté de l'OL. Il a joué 76 minutes de jeu au total avec les minutes qu'il a joué ce dimanche contre Reims. Bilal Ghazi, la semaine dernière, nous disait que pour lui, c'est le meilleur latéral de l'OL. Est-ce que toi, tu es d'accord avec lui, sachant que Dubois, on a la chance de le voir à l'OL, mais aussi en équipe de France. Et Cornet, on a la chance de le voir à l'OL. Et je ne sais pas si tu regardes les matchs de la Côte d'Ivoire, mais Des Chilio, je ne sais pas si c'est le meilleur latéral de l'OL. En tout cas, au vu, en Italie, il a explosé à Milan où il venait de la Primavera. Et c'est vrai qu'à l'époque, à Milan, on en parlait quand même comme le nouveau Maldini. Donc tout de suite, c'était quand même une grosse pression. Et à Ouais. l'époque, Milan avait vraiment envie de sortir des jeunes de son cocon. Donc il y avait une grosse attente autour de lui. Ensuite, voilà, la pression a commencé à grandir autour de lui. Il y a eu quelques blessures. Ensuite, il est parti à la Juve. Et c'est vrai que, honnêtement, il faut le dire, il n'a pas répondu aux attentes. Voilà, c'est un joueur qui fait souvent, on va dire, en italien, on appelle ça le compiti, c'est le petit devoir. C'est-à-dire, voilà, bon, bah, c'est évidemment pas un grand dribbleur, mais tactiquement parlant, voilà, il est très discipliné. Mais c'est vrai qu'offensivement parlant, quand il a commencé sa carrière, il poussait beaucoup plus. Et au fil du temps, il a commencé un peu j'ai l'impression, à se canaliser, un peu à moins monter. Et c'est vrai que c'est un joueur qui, à la Juve, voilà, était vraiment enfin, voilà, était un remplaçant. L'un des avantages qu'il a, c'est qu'il peut jouer à droite comme à gauche. Donc ça, pour les entraîneurs, évidemment, ça reste un plus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, en Italie, il a clairement déçu les attentes. On attendait beaucoup plus de lui, notamment à Milan, parce que c'est Milan qui l'avait sorti de la Primavera. Et au fil du temps, on a quand même été beaucoup déçus par ses prestations. Lui, d'ailleurs, a dit qu'il était parti à l'étranger pour relancer sa carrière et pour voilà, découvrir un nouveau championnat parce qu'il le voulait. Parce qu'en Italie, voilà, c'est vrai qu'il. Pour retourner en sélection aussi, je pense que c'est un peu. Ouais, clairement. En plus, en Italie, voilà, les latéraux sont pas. Il n'y en a pas des millions. Donc, s'il s'en montre au niveau, Mais ouais. pourquoi pas, mais ça reste quand même compliqué parce Ça qu'aujourd'hui, reste faible. Mancini a quand même son groupe. J'ai quand même beaucoup de mal à imaginer Chido dans les 23 d'ici l'Euro. Et voilà, en tout cas, c'est un joueur qui a beaucoup déçu en Italie. On en attendait beaucoup plus. Moi aussi, il m'a déçu parce que je l'avais suivi même à l'époque du Milan. Et c'est vrai que voilà, alors évidemment, le nouveau Maldini, du nouveau Maldini au joueur le plus nul, il y a un pas. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de pression. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Christian Zaccardo, qui était champion du monde 2006 et qui a joué aussi à Milan et qui me disait que peut-être qu'à l'époque, il y a eu trop de pression autour de lui, qui ne les a pas supportés et que voilà, il s'est un peu liquéfié au fil du temps. Mais voilà, j'espère que du moins à l'OL, le joueur ne fera jamais de vague en tout cas. C'est un joueur qui accepte d'être remplaçant, qui pourra dépanner à droite comme à gauche quand tu lui demanderas. Il n'a jamais crié au scandale parce qu'il ne jouait pas à Milan ou parce qu'il ne jouait pas à la Juve. Donc pour ça, c'est très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui a déçu, c'est évident.
D'accord. Les amis, Juste, Marlon, juste vas-y, 30 vas-y, secondes. vas-y. On a enfin, des sols italiens, j'ai l'impression comme nous, on a recruté à l'époque Grosso, latéral, et puis il y en a un qui devait venir aussi, il a raté l'avion, c'est Massimo Odo. Donc oui, c'est que des latéraux qu'on prend, plutôt intéressant. Que des champions du monde. Ce Grosso était C'est champion vrai, du c'est monde. vrai. Odo était champion du monde. Et Grosso, la grande classe à l'époque d'ailleurs. Après, c'était pas le meilleur joueur, c'est sûr, mais c'était la grande classe en tout cas. Grosso qui est le dernier Italien à avoir joué à l'OL, je crois. Si je dis pas de bêtises. En dehors de Cheglio, oui. Dernier joueur dont je voulais te parler très rapidement, on me l'a envoyé par message, c'est Hugo qui me rappelle que on a un certain Lyonnais qui est formé à l'OL et qui joue aujourd'hui, qui est dans l'effectif du Milan AC, c'est Pierre Kaloulou. Je sais pas si tu as eu si t'as eu écho de quoi que ce soit envers Pierre Kaloulou. Je sais pas si tu as un mot à nous dire Écoute, sur. à son arrivée, il y avait beaucoup d'espoir qui était fondé en lui. Moi, j'avais que des bons retours de Kaloulou. Alors, il n'a pas encore joué en Serie A. Il y a aussi une raison qui fait que la hiérarchie a un peu basculé, c'est que déjà de 1, Calabria a complètement explosé. C'est-à-dire qu'il voilà, c'est un joueur qui est très décrié à droite. Et aujourd'hui, c'est quasiment l'un des meilleurs latéraux du Milan, du moins à droite. Il est titulaire, donc c'est compliqué de le bouger. Derrière lui, il y a Conte qui vient de l'Atalanta, qui arrive de 2 grosses blessures et qui reste quand même la doublure. Il y a Dalot qui a été recruté de Manchester United, qui peut jouer au Servette. Donc voilà, Kalou d'un coup s'est retrouvé bouché aussi par l'arrivée de Dalot qui n'était pas prévu. Donc voilà, moi initialement j'avais des bons retours et je les avais mis sur Twitter parce que c'était les retours que j'avais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, il est un peu barré par tout ça. Alors pourquoi pas partir en prêt, pourquoi en avoir du temps de jeu. Mais en tout cas voilà, si Milan misait dessus, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui à droite en tout cas c'est bouché. C'est dommage pour lui parce que à l'OL, il y a eu des problèmes avec quand il devait signer son premier contrat. Il y a eu des problèmes avec Flo Maurice notamment à l'époque parce que le centre de formation était problématique. Mais Juninho a vraiment tout fait pour le faire signer. Ça n'a pas marché. Là, tu arrives à Milan, tu as une promesse quand même. Je pense qu'il avait une promesse d'être deuxième, voire troisième, mais peut-être de rentrer dans les matchs. Et là, vraiment, ça n'a pas. En fait, si tu veux, Diogo Dalot, c'était pas du tout prévu comme il arrivait quand à la fin du mercato? Dalot arrive à la fin, et en fait, il arrivait pour une raison simple, c'est que Maldini et Massara, le duo, on va dire un peu dans le sportif, adoraient ce joueur. Et il croit beaucoup en lui. Et quitte à remplir le côté droit, il voulait à tout prix miser sur lui. Ouais. Donc voilà. Bon, c'est dommage. Voilà, mais il y a juste un autre joueur aussi. Très rapidement. Hamza Rafia aussi à la Juve. J'ai vu qu'il a été dans des groupes. Même avec des champions, il me semble. Mais après, on commence à en parler. On commence à en parler. Alors, moi, je ne l'ai pas suivi pour en parler, donc je ne peux pas m'étaler dessus. En tout cas, c'est un nom qui commence à faire un peu de bruit. C'est-à-dire que c'est plus un inconnu, mais c'est un joueur que, comme tu l'as dit, il a été dans le groupe, donc c'est un joueur à suivre. Ça, c'est évident. Voilà. Les amis, c'est sur Hamza Rafia qu'on va se quitter. Je pensais pas qu'on ferait ça un jour, mais je suis très heureux. Tout arrive. C'était vraiment une superbe émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusque-là. On espère, vous aussi, que vous avez apprécié le contenu qu'on essaie de vous fournir. Qu'on essaie de vous fournir ce soir et qu'on essaie de vous fournir tous les lundis à 20h ou à 21h. Ça dépend de notre invité en général. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Oli et Max, comme d'habitude, d'avoir été aussi géniaux. Au plaisir. Merci à vous. Merci à notre invité du soir, Guillaume, d'avoir été aussi pertinent. Franchement, j'en attendais pas moins. Merci à vous pour l'invitation. C'était très gentil. Continuez comme ça, l'émission est de qualité. C'est pour ça aussi que j'ai accepté. C'est parce que je savais que vous faites du très bon boulot. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis j'ai envie de vous dire à la prochaine. Eh ben, ça fait très plaisir et on espère te revoir encore une fois dans l'émission. Pour un mercato, là, histoire que ça se marre un peu. Là. Avec plaisir, les amis, avec plaisir. Je propose qu'on se fasse un deal. Si Deserbi ou Gasperini signent à l'OL, tu reviens. Allez. Alors, tu reviendras pas, malheureusement. Adieu. Adieu. Merci à Guillaume, on pense à lui. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci aussi, j'oublie trop souvent de les remercier, mais à Hugo Ternes et Alex
à la réalisation de l'émission. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui et qu'on est là chaque semaine pour vous divertir, hein. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, à 20h ou à 21h. Surveillez le ciel, comme disent les rappeurs. Non, sérieusement, surveillez Twitter, Insane Clown, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est normal, c'est après 1h30 d'émission. Ouais, bah, là, ça y est, je suis fatigué. Alors, en plus, je suis en déménagement, je suis KO, laisse tomber. Si tout se passe bien, comme je vous ai dit, je reviens avec un micro. J'essaie de faire mon maximum. Voilà. Et nous, bah, voilà, on se retrouve la semaine prochaine à 20h ou à 21h pour débriefer le prochain match. Ce sera contre Metz. C'est dimanche à 21h. Je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais c'est bien dimanche à 21h. Et bah, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Salut les gars, à bientôt. Ciao. Ciao.